Bonjour mes amis. C'est parti pour une heure de live. Alors, on va se mettre bien déjà. On va parler de l'intelligence connective. On est en direct sur ma page Facebook, facebook.com/Vincent Cespedes page. La page que vous devez évidemment liker et vous serez peut-être sur YouTube lorsque vous visionnerez ce replay. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui viennent en live. On a rendez-vous donc de 18h à 19h ce 24 octobre 2017 où on va parler avec notamment les étudiants de l'école 2089 spécialisés dans le digital. On va parler d'intelligence connective. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Le temps que tout le monde arrive, vous connaissez un peu le rituel de ces philosophies, de ces agoras philosophiques en live, de ces agoras philo. Donc il faut partager. Voilà. Donc là, je vous invite à partager. Je fais ça avec vous également. On partage sur les groupes, on partage sur les pages et on partage à vos amis en message privé en disant viens, rejoins-nous. On en a pour une heure à réfléchir sur une notion que j'ai forgée et qui n'en finit pas, je le dis vraiment très tranquillement, qui n'en finit pas d'être pertinente pour expliquer ce qui est en train de se passer, notamment avec les révolutions du digital. Alors, attendez 3 secondes que je puisse aussi partager et je vous invite à faire pareil. Bonsoir Pascal, voilà, tu es le premier je crois à dire bonsoir, donc bienvenue, je vois des likes, ça y est, ça commence à s'activer. On va commencer dans 2-3 minutes, pour l'instant on est dans une phase de partage massif sur tous nos réseaux, partagez sur Snapchat, sur Instagram, mettez bien l'adresse de ma page et puis dites qu'il y a un live voilà, philosophique avec tout le monde. Je vais vraiment faire un effort pour prendre votre parole en compte. Vous connaissez le principe, vous écrivez, je lis ce que vous écrivez instantanément. Charlotte, bonsoir, tu vois, ça se fait instantanément. Laurence, bonsoir Vincent, je suis dans le Thalys, donc connexion moyenne, d'accord. Justine, salut. Voilà, tout le monde est là. Partagez à vos amis, partagez sur vos groupes, partagez sur vos pages. Il faut qu'on soit une centaine d'ici 5 minutes. Voilà, donc on est déjà 30, c'est bien. Alors, on va parler d'intelligence connective, on va essayer de voir de quoi il en retourne. C'est un sujet passionnant. C'est un sujet qui touche évidemment le monde. 2089 école, bah oui, bonjour chère école, c'est grâce à cette école supérieure de communication digitale 2089 que j'ai eu l'occasion de faire ce live avec pas mal d'étudiants qui vont être connectés. Dites bonjour les étudiants, si vous êtes là, allez-y, manifestez-vous. Hugues, salut, mais Hugues, je sais que tu es un fidèle de mes lives. Racha, salut, je sais que tu dois être en Tunisie, j'imagine. Il y en a que je connais, il y a des nouveaux, c'est parfait. Voilà, donc on passe une heure ensemble. Thomas, bah voilà, Thomas, salut, salut Thomas, je sais que tu es nouveau. Ah mais je vous connais à force, vous voyez, c'est connectif, salut Alexandre. C'est connectif, mais ça crée quand même des liens humains, des liens complètement réels. Salut Nina. Hmm. Je vous propose d'introduire un peu le truc directement sous forme de questions. Je ne vais pas faire un cours. On va vraiment laisser une très grande part à l'interactivité. Donc ce que je vous propose, salut Aldo, salut Léa, ce que je vous propose c'est de prendre vos questions directement. Fred, salut. Et comme ça, on se lance dans la bataille. On a une notion mystérieuse, l'intelligence connective. Salut Giovanna. Et donc, partagez, hein, les amis, partagez. On est 36, il faut être 100 là. Allez, on y va, on partage à fond. Donc, notion mystérieuse qui est là, intelligence connective. Évidemment, elle résonne du point de vue, je dirais, des phonèmes. Salut Josie. Elle résonne comme intelligence collective. Et évidemment, on sent bien, salut Dounia, on sent bien qu'elle va pas du tout être la même chose. L'intelligence collective et l'intelligence connective. Et mon postulat, que j'aimerais vérifier avec vous, le remettre en question, etc. Mon postulat, c'est que cette nouvelle forme d'intelligence, car c'est une nouvelle forme d'intelligence, la capacité de discuter, de dialoguer, qui est le fondement de la philosophie, qui est le fondement même de l'éveil à la raison, la capacité de dialoguer en utilisant sa lunette, en utilisant les réseaux virtuels. Est-ce que ça change vraiment la façon de penser et la façon de créer du collectif connectif? Sandrine, heureuse que cette rencontre se concrétise avec nos élèves. Salut Sandrine, tu dois être une prof.
Ah bah oui, bien sûr, Sandrine, je te connais. Alors, on y va, on partage. Je partage sur mes groupes. Bim, bim. Je vais partager. Alors, il y a un groupe que je vous ai mis en lien. C'est le groupe Intelligence Connective. On n'est pas nombreux, mais on est très bons. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a plein d'étudiants qui se sont mis dans ce groupe. C'est le groupe pour prolonger le débat. Hein. C'est donc, en description de ce live. Donc ça, vous pouvez directement y aller. Intelligence Connective. Hop, je l'ai. Je le partage. Et puis n'hésitez pas à partager un peu partout. Alors, j'attends vos questions. L'intelligence connective, dit Laurence, est-elle individuelle ou a-t-elle besoin d'être au moins partagée par deux personnes pour exister? Alors, c'est intéressant. Waouh, je crois que je vais digresser un peu là. C'est une super question. Toute intelligence est collective. Il n'y a pas d'intelligence qui ne soit pas collective. D'accord. Alors, on parle bien sûr d'intelligence individuelle, mais c'est presque forcer le langage. Quand je parle d'intelligence individuelle, je réfère soit à l'érudition, c'est-à-dire connaître plein de choses, connaître des choses en histoire, en philosophie, en mécanique, en ingénierie, voilà, je connais des choses. Un peu celui qui gagne au trivial poursuite, si vous voulez. Mais ce qu'il connaît, ces bribes de connaissances, viennent d'un fruit collectif, vous êtes d'accord? Viennent d'un langage parlé par plusieurs interlocuteurs, plusieurs locuteurs même. Et donc, le fait même de s'exprimer dans une langue, le fait même de faire des références littéraires, des références géographiques connectées à de la connaissance, c'est déjà du collectif. Et donc même si je suis seul dans ma montagne, en ermite solitaire méditant sur le destin du cosmos, le fait même de m'exprimer, même intérieurement, dans un langage, c'est déjà être en prise avec le collectif. Il n'y a pas de langue qui existe tout seul, voilà, toute seule. Et donc, partons vraiment de ce constat qui est un peu original finalement. Quand je vous le dis, ça paraît simple, mais c'est un constat important. Toute intelligence est collective, au sens où elle a été produite par une somme d'individus qui se connectent à travers les livres, qui se connectent à travers l'éducation, qui se connectent à travers le passé, pour me permettre d'appréhender le monde. Il n'y a pas d'intelligence individuelle stricto sensu. Bien sûr, il y a une érudition individuelle, un parcours individuel, des émotions individuelles, un vécu individuel. Et quand je dis individuel, c'est intriqué avec des données sociales. Par exemple, l'émotion individuelle, vous savez bien qu'elle dépend aussi du groupe. Si j'ai peur en me promenant dans la rue à cause du terrorisme, c'est bien que je suis dans un contexte sociopolitique qui me fait avoir peur. Si je suis scandalisé, c'est aussi sociopolitique. Donc, vous comprenez. Bonsoir tout le monde, hein, je vois vos messages, je reviens, il y a eu un long message, je vais le commenter. On partage les amis encore, on partage, on est encore dans la phase de partage, on commence tout doucement. Donc quand je parle d'intelligence connective, j'essaye de forger quelque chose sur le fond obligatoire, nécessaire, fondamental de l'intelligence collective. Toute forme d'intelligence est collective. Alors, quand je parle de connectif, de quoi il en retourne? Il en retourne vraiment des réseaux sociaux. Ce n'est pas l'intelligence que l'on trouve à travers les livres, même si on peut parler de connexion. Quand je lis un livre de Flaubert, je me connecte quelque part avec ce que Flaubert a déposé de son intelligence dans un livre. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler. Et donc là, on va préciser les choses. Intelligence connective, c'est l'intelligence qui utilise les technologies digitales modernes de communication, l'intelligence des réseaux, des chats, des blogs, l'intelligence de Wikipédia, l'intelligence des systèmes qui s'autorégulent. Voilà, c'est cette intelligence-là dont il va être question. Est-elle différente de l'intelligence de l'époque de l'encyclopédie au XVIIIe siècle? Est-elle différente d'une intelligence, je ne sais pas, où on se met tous ensemble autour d'une table et on discute? Ma vision, c'est évidemment qu'elle est totalement différente et qu'elle amène une révolution totale dans la façon de créer de la pensée humaine. Voilà, c'est ma thèse, hein, mais je vais l'argumenter. Je vais prendre vos questions pour pas faire un monologue. Je partage encore dans un petit groupe et je vous invite à faire pareil. Vous avez plein de groupes sur Facebook. Allez-y, balancez ce live un peu partout, les pages, les groupes, etc. Et j'arrive tout de suite pour répondre à vos messages. Et je me réjouis qu'on soit déjà 50. C'est super, il faut qu'on soit 100. Donc si tout le monde partage au moins 3-4 fois, on y arrivera. Salut Julien. Alors, il y a eu des bonnes questions, je le sais. Natacha, alors vous avez des questions. Alors,
Pour être en capacité de dialoguer, il est important de pouvoir écouter réellement, et également donc d'entendre soi comme l'autre, avec le moins de filtres possible, tout comme dans la vie quotidienne. J'ai rien compris. Non mais ne m'en veux pas Natacha, mais on va essayer d'avancer très... Le sujet est tellement complexe qu'il faut qu'on avance simplement. Donc, être soi, qu'est-ce que tu entends par ça? Est-ce que c'est une référence au développement personnel, se connaître soi-même? D'accord, mais précise-le parce que là je comprends pas. Également, voilà, entendre soi, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ça sonne comme un truc un peu new age de développement personnel. Précise-moi si c'est ça, même spirituel, ou si c'est plus précis que ça. Laurence, l'intelligence connective est-elle individuelle? Ah, c'est ta fameuse question. Tout le monde est prêt, bah allez-y, hein, balancez des questions les amis. Hein. Je suis rodé à l'exercice, je suis un des premiers à avoir fait des vidéos live philosophiques. Hein. Avec plein d'amis, on a fait Dream Tanks. Dream Tanks, c'était une immense agora, on a fait ça pendant un an, on a eu 450 Dream Tanks. Donc je suis rodé à l'exercice, donc je vous mets au défi, allez-y, balancez vos questions et on y va tous ensemble. Alors, bonsoir, on partage. Donc pour l'instant, vous en êtes à l'étape du bonsoir, donc c'est cool, j'ai le temps devant moi. Voilà. Hop. Se connaître, oui. Se connaître soi-même, le grand modèle philosophique. C'est de la, c'est à la fois très important de se connaître soi-même, et à la fois s'il n'y a pas plus stupide que cette expression. S'il y a bien quelqu'un qu'on connaît, c'est nous-mêmes. Alors bien sûr, on a des zones d'ombre, bien sûr, on a surtout des peurs et des appréhensions qu'on lève au fur et à mesure de l'existence. Et c'est vrai qu'autour de 60 ans, soit on s'est enfermé dans ses non-dits et ses peurs, et donc on se connaissait mieux à 30 ans qu'à 60 ans dans ce cas-là, soit au contraire, on s'est libéré de ses peurs, on a pris du recul sur les choses, et du coup on est plus intelligent à 60 ans qu'à 30 ans. Mais ça ne concerne pas vraiment le sujet, j'y vois pas quelque chose de générationnel en termes de développement de l'intelligence. Dans l'intelligence connective, il y a une chose vraiment importante, c'est que les égos diminuent. Les égos diminuent, paradoxalement. On est beaucoup moins dans l'ego que dans des formes d'intelligence collective où on est dans le même espace. Maintenant, j'entends intelligence collective comme ça. Alors, attendez, il faut que je trouve un système très pragmatique. Hop. Voilà. Pour pas que je vous fausse compagnie en termes de vidéo. Alors, quelle est la définition d'intelligence? Est-ce celle maléfique est considérée intelligente? Ah oui. Non, l'intelligence dont il est question, Dounia, c'est l'intelligence, c'est la capacité à trouver des solutions nouvelles par rapport à des problèmes donnés. Je prends cette définition simple sur laquelle on peut s'entendre tous. Trouver des solutions nouvelles, donc c'est pas juste appliquer d'une façon, je dirais, calculante des solutions déjà héritées des autres, c'est vraiment créer, c'est un acte de création, l'intelligence pour moi. Je crée une solution adaptée à un problème, voilà, tout simplement. Alors, pour être en capacité je prends vos questions. Natacha, il n'y a pas de modèle, c'est juste quelque chose de primordial. C'est l'intelligence collective et connective, on peut être ensemble réellement. Pour moi, c'est ce que tu dis, Natacha, est vaporeux. C'est totalement vaporeux, je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. C'est joli, hein, mais c'est poétique pour moi, c'est pas philosophique. C'est quoi la définition de l'intelligence à ton avis? Donc je vous en ai donné une, si elle ne vous convient pas, je peux essayer de préciser. L'intelligence, création de solutions nouvelles par rapport à des problèmes donnés, ça concerne la notion d'adaptation, on s'adapte mieux, ça concerne la notion d'amélioration, on optimise les réponses que l'on peut donner au monde, on optimise notre compréhension du monde, c'est-à-dire notre vision intérieure de ce qui notre vision cognitive, hein, notre vision cognitive de ce qui se passe, notre analyse cognitive de ce qui se passe. Et donc c'est une façon de créer du sens. Au bout du compte, l'intelligence, pour moi, c'est toujours cette idée que dans un monde totalement insensé et absurde, j'arrive à produire du sens qui soit comme une sorte de balise me permettant de m'orienter dans le monde. Voilà une définition d'intelligence un peu plus chiadée, on va dire, que juste l'adaptation avec des solutions nouvelles. Voilà, donc c'est une matrice créative de sens. Donc,
En ce sens, l'intelligence, qu'elle soit collective ou connective, ou individuelle au sens d'érudition personnelle, est toujours un acte créateur. Et même quand j'applique la solution des autres, si je décide d'appliquer cette solution, cette formule mathématique que je n'ai pas inventée par exemple, à ce problème, c'est toujours un acte créateur. Vous savez, on peut être créateur en faisant du collage. Il y a de grands artistes plasticiens qui ne font que recycler des photos de magazines et qui font des œuvres juste prodigieuses et nouvelles, originales, à partir de choses héritées. Donc même le collage, dans la musique, on voit bien ça, quand on utilise des boucles et qu'on utilise des riffs de guitare déjà enregistrés, on peut créer du nouveau avec le sample hein, en musique nous montre bien ça, avec des choses déjà existantes. Et donc l'intelligence est une puissance d'agencement ou de réagencement ou de création pure, agencement, réagencement, création pure, d'éléments produisant du sens sur un pan du réel qui m'interroge et que je ne maîtrise pas. En ce sens, c'est une vision un peu liée à la raison instrumentale, la raison qui permet d'avoir une mainmise sur les choses, de contrôler les choses, mais il y a quand même ça dans l'intelligence, il y a l'idée d'une appréhension, au sens presque des mains, hein, j'appréhende. L'appréhension, vous savez, c'est l'acte de saisir dans ses mains. Et donc j'appréhende, il y a le mot peur aussi dans appréhender, c'est beau, hein, j'appréhende un problème sous des angles, de signifiance, des angles que je comprends, hein, des angles, c'est pas absurde, c'est pas abscon, ça me permet de savoir ce qui se passe, voilà. Donc, nous sommes dans un univers où nous avons des événements qui frappent à notre porte régulièrement, des événements parfois qui nous dépassent, des événements qui nous bouleversent, qui nous traumatisent, et l'intelligence, c'est la capacité de sécréter du sens qui va me permettre de digérer ces événements et de les faire entrer en moi-même. Voilà. Un peu comme les sucs gastriques me permettent de digérer le monde, vous voyez. Je mange de la viande et donc je sécrète les sucs qui me permettent d'avaler cette chose venant de l'extérieur, possiblement toxique. L'intelligence, par rapport aux événements que je vis, c'est la capacité à sécréter du sens, on va loin hein, déjà, hein, à sécréter du sens pour me permettre d'ingérer le réel bizarre, inconnu, mystérieux, qui devient un peu moins bizarre, un peu moins inconnu, un peu moins mystérieux, un peu moins toxique, et du coup je peux digérer ma vie. Voilà. Donc l'intelligence et la vie vont totalement ensemble, pour la vie humaine, totalement ensemble. Et donc, contrairement à l'animal qui, quand il vit quelque chose, il l'ingère tout de suite, il est traumatisé parce que il se fait attaquer par un plus gros animal, et tout de suite cette expérience entre en lui étant une expérience cruciale, il ne met pas de curseur sur ça. Nous, on a la possibilité de mettre du curseur, de dire cette expérience est plus importante que d'autres, et de changer les curseurs. Cette expérience que je croyais très importante pour moi, en fait, ne l'est pas. Et ça, on a peut-être besoin de 10 ans pour comprendre qu'un événement qui nous a bouleversés, en fait, était tout à fait bénin. L'animal n'est pas du tout sur ce registre-là, il n'a pas le cerveau et le langage et le néocortex pour pouvoir produire ça. Et donc, l'intelligence, je crois que ça y est, on a une bonne définition, hein. L'intelligence, c'est la capacité à sécréter du sens par rapport à des événements inconnus, mystérieux, étrangers qui m'arrivent. Je sécrète du sens qui me permet de faire entrer ces événements et dire c'est ma vie. Voilà. Eh bien, je pense qu'il y a une intelligence collective, toute intelligence est collective, elle me donne un langage pour digérer le monde, elle me donne des connaissances pour digérer le monde, elle me donne des formules mathématiques pour digérer le monde, elle me donne des outils pour digérer le monde. Donc ça, c'est l'intelligence collective en général. Je vis dans une société, et même une culture. La culture, c'est vraiment le fruit d'intelligence collective. On est ensemble, on vit, on traverse des traumatismes communs, des bouleversements communs. On sécrète du sens. Mythologie, religion, littérature, musique. On sécrète tous ensemble du sens, ça s'appelle la culture. Et c'est en sécrétant de la culture que je vais pouvoir digérer les conditions d'existence qui sont les miennes. Ça, c'est l'intelligence collective. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une ère où l'intelligence est aussi connective. C'est-à-dire, c'est plus une culture donnée dans un espace géographique précis, tel quartier, telle ville, même tel pays, mais c'est des individus connectés qui ne sont pas dans le même espace géographique, donc ils ne sont pas dans le collectif, qui vont pouvoir, ensemble, par communauté de goût, par communauté de passion, par communauté de vision, de langue aussi, hein,
qui vont pouvoir sécréter du sens en étant répartis sur la planète entière, de façon complètement disparate. Et ça, c'est les technologies de communication dans l'instantanéité qu'on expérimente actuellement dans ce live, qui me permettent de créer cette communauté-là, les 50 personnes qui sont là, elles sont dans le monde entier. Je sais qu'il y en a qui sont en Tunisie, il y en a qui sont en France dans plein de villes différentes, il y en a qui sont au Québec, voilà, il y a le monde entier qui se réunit. C'est un exercice d'intelligence connective en ce sens. Est-ce que c'est un peu clair pour vous? Et je vais lire vos questions parce que je ne veux pas de monologue, on doit avancer dans ce défrichage de cette notion. C'est ce qu'on va se proposer de faire en 1 heure, un défrichage de cette notion. Ne se perd-on pas dans cette intelligence connective, Laurence? Super question. Racha, c'est quoi là? Voilà, donc j'avais lu ça. Natacha, donc moins d'ego, plus de connaissances émotionnelles et du vivant en général. Ouais, Natacha, je te situe, ça y est, j'ai compris, moins d'ego, donc c'est salon zen, et c'est très bien. Mais je te situe, super. Amandine, l'intelligence connective permettrait, si elle se généralise, de concentrer ses efforts pour mieux avancer, pour le bien-être de tous, plutôt que de se démarquer individuellement. Super intéressant, hein, Amandine. Est-ce que si on tend à cette nouvelle économie, tout le monde y trouvera sa place? L'homme étant tout de même de nature égoïste, à agir plus facilement quand il y trouve son compte, est-ce réellement viable sur le long terme? Oui, mais tu vois, tu définis pas l'intelligence connective comme je l'ai définie, Amandine. Hein, tu dis l'intelligence connective permettrait, si elle se généralise, de concentrer ses efforts pour mieux avancer, pour le bien-être de tous. Je ne crois pas que c'est ça le but, ça soit ça le but de l'intelligence connective. Hein, je ne crois vraiment pas que c'est le bien-être qui est visé. Quand vous êtes sur un forum et que vous débattez, quand vous êtes sur Twitter et que vous avez une timeline fournie en exemples, etc., vous n'êtes pas dans le bien-être de tous qui est le but visé. Le bien-être de tous, je pense précisément que c'était ce qui enfermait l'intelligence collective dans une sorte de quête de bien-être et une quête de bonheur. Si vous voulez, comment vous définir ça? Je pense que dans les années 80, on était dans l'intelligence collective et le but du jeu, c'était vraiment le bonheur et le fric. Le bonheur et le fric. Il fallait être heureux ensemble, enfin la communauté qui se crée, la communauté devait être heureuse, et dans les années 80, contrairement aux années 70, ça passait par la case argent. Et donc, des années 80 aux années 95 environ, on était dans cette sorte de grand paradigme. Le but de la vie est d'être heureux et l'argent y contribue grandement. Et vous avez des films comme Pretty Woman, vous voyez le milliardaire et la prostituée, et elle a la carte bleue du milliardaire et elle arrive à être heureuse. Et ça finit évidemment par une histoire d'amour. Une sorte de romance moderne où il faut être milliardaire et trader pour Macron est, entre parenthèses, resté à ce niveau-là. Pour lui, il est resté dans les années 80. Le bonheur, le fric, tout ça, ça va ensemble. Réussissez, bordel. Bon. Et le problème, c'est que les jeunes, ils sont plus là. Macron, en fait, est très très vieux en ayant ce logiciel des années 80. Dans les années 95 jusqu'à 2007, on va dire, on a eu 10 ans, en plus de 10 ans, 12 ans, où le but du jeu, c'était plus l'argent. Déjà, c'était plus l'argent en 95. On en avait ras-le-bol de ce paradigme du fric et de la réussite. Et on était dans la célébrité pouvoir. Le but du jeu était de devenir célèbre pour arriver à une position de pouvoir. Et à la rigueur, l'argent pouvait mener au pouvoir, mais le pouvoir était beaucoup plus intéressant que l'argent. On s'en fichait un peu. Et donc c'était le destin de grands entrepreneurs, voilà, avoir du pouvoir en politique, avoir le pouvoir de changer le monde, et donc dans cette montée d'Internet, déjà Internet montait énormément dans les années 95-2002, c'est le début d'Internet, de la popularisation d'Internet, de la démocratisation d'Internet. On était dans ce début d'Internet très naïf, enfin, un Internet pas du tout mature, comme on l'a un peu aujourd'hui, pas encore mais un peu. Et on était dans cette idée que pouvoir, célébrité, donc on utilise Internet pour se faire connaître déjà un peu plus, pour participer, pour répondre à des journalistes. En 2007, il s'est passé, à mon avis, une révolution totale, qu'on appelle le Web 2.0, de façon très polémique, où les internautes ont pu proposer leur propre contenu de plus en plus, et où on a basculé avec YouTube, avec Twitter, avec Facebook démocratisé. 2007, c'est Facebook qui se démocratise, qui commence. Twitter, je crois, qui est créé en 2007. Voilà. On a, en 2007, tout d'un coup, un nouvel Internet qui se met en place.
qui est un Internet où le but du jeu n'est pas tellement le pouvoir et la célébrité, mais le but du jeu va être d'exprimer ses causes profondes et de jouir de grandes causes. Et ça, c'est intéressant de voir le changement de comportement. Robert King Merton, le sociologue américain, en parle assez bien, mais il y en a d'autres qui aussi abordent cette logique-là. Le but, c'est pas l'argent bonheur des années 80, le but, c'est pas la célébrité pouvoir des années 95, le but, c'est la cause jouissance. J'ai une cause, je peux l'exprimer, je peux me battre sur les forums pour l'imposer, et c'est une sorte de militantisme pour être excité. C'est le début des trolls, des vrais trolls, hein, des vrais trolls. C'est le début de ceux qui sont idéologiques et qui utilisent Internet pour de l'idéologie, voilà, etc., etc. Et donc, on a affaire à la cause jouissance qui est l'alpha et l'oméga de la mentalité bureaucratique. C'est l'expression de Robert King Merton. Il parle de mentalité bureaucratique, c'est-à-dire le souci des règles, la sacralisation des règles, la fétichisation des règles. Hein, c'est d'ailleurs la plaie aujourd'hui. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir des causes. Et ça explique tout. Ça explique pourquoi il y a autant de montées de haine sur les réseaux sociaux. C'était pas en 2000, c'était en 2007 que ça a commencé, les haters, la haine. Pourquoi il y a autant de haine? Pourquoi les extrêmes s'emparent d'Internet et ont beaucoup de succès? Des minorités en termes d'intelligence collective deviennent des majorités en termes de puissance connective. Hein, je pense à François de Souche, qui est un des sites les plus vus en info et qui est un site clairement d'extrême droite, et d'autres, il y en a plein d'autres. Et donc, au fur et à mesure, et ça explique Daesh aussi, ça explique l'embrigadement, la possibilité de manipuler avec des milliers de kilomètres et une culture différente, des jeunes perdus, juste en disant tu as une cause qui va te faire jouir, c'est une cause de haine. Et donc, et ça explique beaucoup de choses. Et on est aujourd'hui dans ça. Les gens veulent être choqués émotionnellement, les gens veulent être bouleversés, les gens veulent sentir des scandales, les gens veulent être travailler là-dessus. Et évidemment, ça donne pas de l'intelligence connective, mais ça donne de la bêtise connective. Parce qu'évidemment, si on parle d'intelligence connective, il y a aussi une bêtise connective. Et tout ce que je vous ai cité en termes d'intolérance, tout ça, c'est le pendant de l'intelligence connective. L'émotion devient effectivement quelque chose d'assez central. Le but du jeu est d'avoir de grandes causes et de se battre pour ces causes-là. Et c'est très dur d'avoir un jugement critique quand l'émotion s'en mêle. Voilà, j'espère avoir été un peu plus clair. Frédéric, le fait d'utiliser Internet ne prive-t-il pas l'intelligence collective et connective de toutes les informations sensuelles qui pourraient la nourrir? Tu vois là, regarde, c'est sensuel. Enfin, de mon côté, c'est sensuel. Et puis vous, la façon dont vous écrivez, c'est sensuel. On voit le visage, on s'exprime. J'ai l'impression que la sensualité peut vraiment traverser un écran. Alors bien sûr, il n'y a pas le contact. Je sais que tu es musicien, mais on écoute de la musique par Internet, on partage beaucoup d'émotions. Quand je faisais Primate Joke, le premier jeu de rôle en vidéo live, Primate Joke, on n'était pas en 2089, hein, on était en 2114. On avait pris un peu plus d'avance. On était dans un univers dystopique, c'était de l'émotion à 100%. Donc je crois vraiment qu'il y a la sensualité traverse l'écran sans aucun problème, et de plus en plus avec les nouvelles technologies qui permettront d'avoir une sensorialité. Je pense que l'odeur, le toucher, tout ça, ça va suivre également. Nathalie, dans l'intelligence connective, il y a un côté ponctuel sur un besoin déterminé avec les volontaires du moment. Je lis plusieurs messages et je réponds un peu à plusieurs messages. Julia, en accord avec toi, pour moi, intelligence est effectivement une création avec du sens, mais sur une belle base. Une base à l'intelligence, pas le sens. Pas clair. Aïcha, quel est le lien entre intelligence et conscience? Oh là là, vous m'envoyez dans les trucs très philo. La conscience, c'est le contenu intentionnel que je peux avoir sur quelque chose. L'intelligence, selon moi, hein, c'est... Voilà. La conscience, c'est le contenu de ce que j'ai dans la tête, motivé par des désirs ou par des besoins éventuellement. Des définitions un peu phénoménologiques. Toute conscience est conscience de quelque chose. L'intelligence, pour moi, c'est énorme. C'est vraiment cette idée, si tu veux, en deux mots, la conscience, c'est comment je vais me donner au monde. Comment je vais réussir à exprimer ce que j'ai au fond de moi, comment je vais accomplir mes désirs. Donc la flèche, elle vient de moi au monde. Ça, c'est la conscience. Pour moi, l'intelligence, c'est l'inverse. C'est comment le monde vient en moi ou vient en nous si on est une communauté. Comment le monde, je l'intègre. Voilà. L'intelligence est plus du côté de l'intégration du monde en soi. La conscience est plus de l'explosion de soi dans le monde.
Vous me faites vachement avancer dans ma propre démarche. Merci beaucoup, les amis. Je suis en intelligence connective avec toi, dit Stéphane, merci. Hugues, intelligence connective remplace-t-elle l'intelligence collective? Oui, je pense qu'elle peut la remplacer. Je pense que, et c'est d'ailleurs dommage pour l'ego, parce qu'il y a moins d'ego dans l'intelligence connective. Enfin, c'est un ego un peu plus... comme il n'y a pas le corps. Dans l'intelligence connective, il n'y a pas le corps. Il n'y a pas vraiment le corps. C'est ce que disait d'ailleurs Frédéric. Et donc, il y a moins d'ego, il y a moins de comparaison, il y a de l'anonymat possible, il y a la possibilité de... comment dire, de tempérer ses colères. On peut haïr, bien sûr, au dernier degré, mais c'est pas pareil. Quelqu'un qui vous hait dans une pièce en face de vous, c'est pas du tout le même impact et la même restriction de votre propre parole que quelqu'un qui vous hait sur un réseau en train de s'énerver sur son clavier à dire what the fuck et à mettre tous les noms d'oiseaux. C'est pas du tout pareil. Et donc, le corps n'étant pas là, parce que c'est quand même une abstraction du corps, même si le corps est là, c'est un corps qui est décorporifié, et bien du coup, effectivement, on perd quelque chose, mais on gagne aussi quelque chose. On gagne en rapidité, on gagne en fluidité, on gagne en intelligence. Je crois que l'intelligence connective est plus forte que l'intelligence collective pour tout ce qui est mise en forme, rapidité de trouver des solutions et surtout philosophie. Je crois vraiment que l'intelligence connective, c'est l'intelligence philosophique démocratisée. C'est vraiment l'intelligence philosophique démocratisée, c'est-à-dire l'intelligence critique. Mais je sais qu'à 2089, dans votre école, vous êtes très sensible à cette notion de critique, de collaboration critique. Eh bien voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'intelligence connective, on peut être beaucoup plus critique. On est libéré du corps, on est libéré de la susceptibilité de ceux qu'on a en face. On met 2-3 émoticônes et ça va. On met un petit cœur et c'est bon, la susceptibilité, ça passe. Et donc, du coup, on est beaucoup plus à même de critiquer, d'interroger, de remettre en cause, de remettre en question ce qu'est l'essence de la philosophie. Et donc, le dialogue gagne en philosophie. C'est de l'intelligence philosophique démocratisée pour tout le monde. Je pense que des gens qui parlent d'un problème en se connectant en vidéo live, on l'avait vu, on l'a expérimenté dans les Dream Tanks. Il y a eu une intelligence philosophique énorme qui a jailli de ces Dream Tanks. Je ne crois pas avoir vu un Dream Tanks débile. Tous étaient intéressants. N'importe qui prenait la parole, érudit, pas érudit, connaissant la philo, pas connaissant la philo, et l'ensemble faisait quelque chose d'extrêmement magique. Ça, on l'a expérimenté. Et vous avez les 450 vidéos qui sont disponibles. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook Dream Tanks, dans les vidéos. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle en termes de philosophie. Et maintenant, pour répondre à ta question, je pense que l'intelligence collective a quelque chose d'intéressant à ne pas perdre, c'est la caresse, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est la sexualité, c'est le charnel, c'est l'apaisement que peut donner la présence de quelqu'un. Quelqu'un au téléphone, ça peut apaiser parce qu'on entend sa voix, ça peut apaiser parce qu'on sait qu'il est là pour nous. Et donc dans la sphère de l'intimité et de la compréhension de l'autre par un entretien profond avec lui, je pense que l'intelligence connective, elle n'est pas dans ce registre-là. Elle pourrait peut-être l'être, mais je crois vraiment que c'est pas comme ça qu'on l'utilise. L'intelligence connective, c'est on a un but, on doit y arriver, on y va, on a une question, on remet en question, et chacun met ses expériences sur la table sans mettre son ego sur la table. On juge les idées en tant qu'idée et pas en tant qu'idée de Michel ou de Rachid. C'est ça qui est très fort, c'est-à-dire qu'il y a l'idée en tant que telle et à la rigueur elle est dissociée du pseudo qui a donné l'idée. Donc tout ce qui est argument d'autorité, les professeurs sont au même degré d'égalité que les élèves dans l'intelligence connective. Dans l'intelligence collective, pas du tout. Quand le prof parle, c'est lui, il est là, il est présent, il est médaillé, voilà. Et quand l'élève parle, voilà. Donc effectivement, il y a une sorte de recul des discriminations dans l'intelligence connective. Des discriminations, je parle de prise de parole, mais dans l'intelligence collective, il y a une sensualité qui se dégage. Et plus il y aura d'intelligence connective, plus l'intelligence collective va se cantonner, je pense, à la case du massage, de la tendresse, du côté charnel, du côté on est ensemble, entre amis, on bouffe au resto, et le but c'est de rire, c'est pas de réinventer le monde de façon abstraite. Voilà. Alors que l'intelligence connective se concentrera sur le côté réinventons le monde de façon philosophique. Alors, je vous lis un peu les messages. Comment faire des liens kinesthésiques et donc voilà. Alors l'intelligence connective, je pense qu'il y a quand même des liens. Quand on jouait à Prima Joke, ce jeu de rôle en vidéo live,
il y avait une vraie émotion, mais c'est vrai que ça nécessite des maîtres du jeu, ça nécessite des personnes qui prennent, ça nécite des personnes qui guident non pas la marche à suivre, mais des personnes qui fédèrent. On les appelle dans le jargon digital parfois les influenceurs. Et c'est vrai qu'il y a un système d'influence. On n'est pas tous égaux en termes d'impact et d'influence, y compris dans l'intelligence connective. Mais on va peut-être creuser cette notion. Hervé, bonjour Hervé. Bonsoir, l'intelligence connective a-t-elle un point commun avec la nouvelle économie, le share au cœur? Ah oui, quoi, complètement, évidemment. On est dans la notion de partage, bien sûr. On est dans la notion de partage et la notion d'une identité même qui se partage. Vous avez peut-être lu l'essai de Sherry Turkle, Alone Together, Seul ensemble. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elle montre que la technologie, en fait, n'est pas du tout cette chose neutre et cette chose froide, mais quand elle touche à l'intime, elle nous influence dans notre appréhension du monde. En fait, elle nous influence dans l'intelligence connective. Elle n'appelle pas ça comme ça, mais c'est ça qui est intéressant. Et elle parle même dans un article de nouvelles complicités, Sherry Turkle. De nouvelles complicités, c'est un mot qui m'est très cher. Nouvelle complicité avec les robots, nouvelle complicité avec les robots, y compris les robots de recherche, les moteurs de recherche, etc. Et donc on a affaire à des liens où l'émotion est présente, mais c'est une émotion qui accepte d'être une pure projection imaginaire. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de complicité avec un smartphone, si ce n'est que je peux projeter de l'imaginaire, et je peux donc me mélanger à des choses pour peu que je projette la capacité des choses à être vivantes. Et ça, c'est une donnée humaine fondamentale. L'anthropomorphisme, c'est vraiment une vision du monde totalement humaine. Je ne pense pas qu'on puisse la combattre. Et donc, ce qu'elle montre, et je développe vraiment ça dans cette notion que je vais vous livrer, notion que je vais appeler l'écosystème. Nous sommes dans la construction d'un écosystème aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ego, il était question de l'ego au début de la réflexion, l'individu, le moi, si vous préférez, ne va se constituer en demandant à nos amis. C'est un article aussi de Sherry Turkle en 2006. Je demande l'avis à mes amis de ce que je suis moi-même. J'expose ma vie dans ses moindres détails, sous forme connective, non pas pour leur faire partager ma vie, ça c'est encore une vision collective. Ah, il a partagé ses photos de vacances pour qu'on s'imagine comment c'était. C'est pas ça en fait. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune de 20 ans, quand il partage ses photos de vacances, il attend des retours de la part de son écosystème, de son égo-communauté, cyber-communauté, on peut l'appeler. Et donc, son écosystème va lui dire qui il est à travers ce qu'il a partagé. Et donc, c'est un share avec un feedback identitaire qui fait mon identité. Et donc l'identité devient translucide, elle n'est plus limpide, elle ne peut pas s'étaler, elle ne peut pas se dire. Elle est floutée par autant de personnes qui disent ce que je suis. Je partage ma vie pour que les autres m'aident à la digérer. Et de leurs commentaires, de leur +1, de leur ouah, t'as dû t'éclater, de leur ironie, de leur humour, de leur humour parfois vachard qui m'aide à prendre de la distance et à décoller par rapport à ce que je vis. C'est ça l'écosystème. C'est la constitution nouvelle d'individus qui naissent avec des smartphones dans la main. Je parle vraiment des digital natives d'aujourd'hui. C'est des individus qui vont construire leur identité comme quelque chose de toujours fluide en interaction avec un écosystème, avec leur cyber-communauté. J'espère avoir été un peu clair. Et ça, c'est de l'intelligence connective native. Parce que moi, j'ai de l'intelligence connective que j'ai appris sur le tard. J'ai appris à programmer à l'âge de 10 ans, donc j'étais très précurseur en basique à l'époque, mais on n'était pas connectés. On apprenait le basique, on achetait nos magazines dans une boutique, et puis on recopiait les programmes, et puis on apprenait, voilà. Mais donc je n'ai pas grandi avec cette idée d'une connexion de dès que je vis quelque chose, je peux le partager et avoir des feedbacks. Mais les jeunes d'aujourd'hui naissent comme ça, naissent avec cette idée un écosystème qui se constitue. C'est passionnant en termes psychologiques de voir qu'on a affaire à une nouvelle humanité, j'ai vraiment pas peur de ce mot, de quelqu'un qui dit « je ne suis pas moi, je suis moi plus mon écosystème ». À tel point que vous pouvez juger de l'identité de quelqu'un, pas simplement en le voyant, en le côtoyant, en le touchant, mais en allant sur les réseaux et en voyant comment il gère les interactions entre sa vie partagée à son écosystème et quel écosystème il a.
Hein. Dis-moi ton écosystème et je te dirai qui tu es, ou plutôt qui tu risques de devenir, parce que c'est pas l'être, c'est le devenir permanent. Je crois avoir été assez clair, j'espère. Intelligence collective égale bonheur fric. But de la vie, être heureux, Jérémy. Ah voilà, tu nous fais un putain de poème. Ah c'est bien, merci, je vais lire ça plus tard. Frédéric, comment diffuser les fruits de cette intelligence connective à ceux et celles qui ne sont pas connectés? C'est une bonne question, j'y ai jamais pensé. J'y ai jamais pensé. Si je ne suis pas moi, je suis mon écosystème. J'aime bien, Jérémy, tu fais des résumés. Je ne sais pas, j'y ai pas réfléchi encore, je suis encore dans la... Je pense que c'est en termes de créativité, hein, Frédéric. Je pense que il y a des créations d'intelligence connective qui sont uniques et on peut en parler. Prima Joke, pour moi, à mon sens, c'est vraiment une création d'intelligence connective pure. C'est-à-dire l'histoire de Prima Joke, que Hugues d'ailleurs se charge d'écrire, l'histoire de Prima Joke est une histoire qui a été co-créée, constamment co-créée. Un jeu de rôle en vidéo live, les gens ne se connaissent pas et on vit une aventure, voilà. Et donc, on peut faire ça avec la littérature, avec des poèmes, on peut faire ça avec la philosophie. Dream Tanks, c'était quand même ça. Et donc voilà, Dream Tanks, si on le met en livre et qu'on vend le livre, du coup, tout le monde profite du fruit. Je crois que c'est vraiment la co-création pure. Je sais que la co-création est un mot très à la mode, mais en fait, ceux qui préconisent la co-création ne co-créent pas. En général, ils demandent à une communauté bêlante d'internautes soumis de liker et d'acheter leurs marchandises. La vraie co-création, c'est pas ça. La vraie co-création, c'est vraiment on crée un objet, on fabrique un objet en étant tous connectés. Voilà. Et donc, je pense que c'est en termes de création que ça fonctionnerait. Aïcha, l'intelligence connective encourage l'échange transversal, ne permettrait-elle pas de nous libérer de l'intelligence pyramidale? Bien sûr, c'est ça qui est énorme. C'est que quelqu'un qui a grandi, hein, un intelligent connectif natif, quelqu'un qui a grandi à travers l'intelligence connective, c'est-à-dire qu'il l'a rencontré avant 26 ans et avant que son cerveau soit un peu stabilisé, ne peut plus être pyramidal. Le pyramidal, il peut l'être, parce que quand on joue en vidéo, des jeux vidéo massivement multijoueurs, il y a des chefs, il y a des chefs de guildes, il y a des hiérarchies, mais c'est des hiérarchies éphémères. C'est des hiérarchies le temps d'un projet. Elles sont indexées sur un projet. Et elles sont vouées à se redéfinir à chaque projet nouveau. Et donc on ne peut pas s'arrimer à un statut de chef, parce que mon statut de chef, la prochaine fois, je ne serai pas du tout le chef, je serai l'énième échelon de la pyramide. Et donc, il faut de la pyramide pour qu'on s'organise. C'est évident que c'est important de savoir qui dirige. Mais tout ça, c'est en évolution constante. C'est rhizomatique, hein, c'est comme des racines, c'est arborescent et ça se transforme tout le temps. Jérémy, je ne suis pas moi, voilà. Est-ce qu'on est obligé d'être intelligent avec tout le monde? Intelligent avec tout le monde. Je ne sais pas, en tout cas avec soi-même, c'est intéressant. Ce que l'on gagne dans l'intelligence connective, c'est la possibilité à résister en créant, ce que j'appelle néo-résister. Résister en créant, résister par du nouveau, en proposant du nouveau. Ce n'est pas une résistance qui s'arc-boute sur le passé et qui propose les solutions du passé pour répondre aux problèmes du présent. C'est une résistance à la bêtise. Quand je parle de résistance, c'est à la bêtise, à la crétinerie, à la haine, à la mort, à l'assassin. Voilà, c'est la résistance à tout ce qui est inhumain. C'est la résistance à la déshumanisation de l'homme, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique. C'est ça la résistance. Mais c'est une résistance qui va proposer du nouveau, et le connectif permet, on l'a vu, cette co-création proposant du nouveau, et donc j'appelle ça une néo-résistance. Il y a un très beau groupe d'ailleurs sur Facebook qui s'appelle Néo-résistance, je vous invite à le retrouver et à partager là-dessus. Et donc cette néo-résistance va résister à ce que je vous ai dit quand je parlais de cause-jouissance, à toute la montée des intolérances, des haines, et en fait du mouvement anti-autre. Parce que ce que l'on voit sur Internet, c'est que comme maintenant le but du jeu n'est pas la célébrité pouvoir des années 95 ou le bonheur argent des années 80, mais depuis 2007 c'est la cause jouissance, avoir une cause qui nous fait jouir, alors évidemment être anti-autre c'est très utile. Parce que ça me fait jouir. J'ai une cause, je suis contre un groupe, contre ceux qui sont noirs de peau, contre une communauté, contre une minorité, et du coup ça mobilise ma vie, ça me donne une raison de vivre. Vous voyez, et donc il y a une montée de l'anti-autre, hein, du différent.
à la fois la différence elle est là partout et à la fois on en fait une cause pour jouir de sa vie parfois médiocre et désœuvrée. Et donc la néo-résistance et l'intelligence connective, à mon avis, si elle est critique, permet de combattre cette montée qui vient de la bêtise connective. Vraiment, en fait, tout simplement, l'intelligence collective, euh, le connectif a créé de l'intelligence comme de la bêtise, et après c'est le combat de la philosophie avec l'obscurantisme, de la tolérance avec l'intolérance, de l'amour avec la haine, de l'humanité avec la déshumanisation. Ce sont des catégories qui fonctionnent quand même très très bien. Euh, Aujourd'hui, et je finirai là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les maintenant. Hein. Je prends encore quelques questions, on arrête dans 10 minutes. Nous sommes dans une réalité où le virtuel et le réel fusionnent. C'est pas que le réel se virtualise, et c'est pas que la virtualité se réalise, c'est les deux, c'est fusionné. Nous-mêmes là, vous êtes dans le réel, chacun dans son salon ou dans son école, et puis on est dans le virtuel. Vous êtes avec moi et on discute. Et ça, c'est en permanence. Quand vous voyez tout le monde, le nez dans son smartphone, voilà, il est à la fois réel dans le bus et à la fois il n'est pas dans le bus puisqu'il est dans un jeu, dans une agora. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle le deep curse. Je prends un mot anglais parce que c'est assez parlant. Le deep curse, c'est la malédiction profonde. C'est l'envoûtement profond d'aujourd'hui. Nous sommes comme envoûtés par le virtuel qui s'invite dans tous les interstices du réel, jusque dans l'amour, jusque dans la gestion de mon temps, jusque dans ma façon de voir le monde, jusque dans mon identité, on l'a vu avec l'écosystème. C'est ça que j'appelle la cybermodernité, c'est un état de la modernité où le virtuel, le virtuel est le réel et vice-versa. Et le deep curse, qu'est-ce que c'est? Le deep curse, c'est cette idée que maintenant les choses se passent à un degré d'abstraction énorme, où le corps est beaucoup moins important que la tête, et la tête est beaucoup plus importante si elle est connectée. Et où ceux qui n'auront pas le pouvoir connectif vont être les nouveaux déclassés de demain. Ils le sont déjà. Ils n'auront pas les infos, ils seront complètement déconnectés, et donc complètement malléables, instrumentalisables. On a vu par exemple dans l'embrigadement des sectes, ou de sectes violentes, etc., que plus l'individu est déconnecté de la société, plus il est facilement embrigadable. Donc la connexion, c'est ce qui permet la néo-résistance. Parce que j'ai des intelligences différentes qui peuvent m'aider à participer à ma propre émancipation. Et quand j'ai pas ça, quand j'ai pas ce réseau, eh bien je suis seul démuni face à ceux qui veulent me manipuler en utilisant la bêtise connective pour me manipuler. We will spread this concept in UK. Bah oui, avec plaisir, Adjer. Et donc la cybermodernité, c'est ça, c'est cet état actuel de la modernité, avec ces notions qu'on a vues, intelligence collective, écosystème. J'insisterai un peu sur la notion de translucidité. Nous ne sommes pas dans un monde transparent, nous sommes dans un monde translucide. À la fois, tout semble en open space, vous voyez, tout semble là, à portée de main, à portée de Dieu, à portée de vision. Et à la fois, les choses se dessinent dans le flou. Hein, nous sommes dans une société du flou, de la translucidité en ce sens-là. Les identités sont floues, elles sont toujours en devenir et elles ne montrent que ce qu'elles veulent bien montrer en cachant des choses qui sont peut-être absolument essentielles. Le discours se nomme de flou. D'où tu parles, on ne le sait plus. On ne sait plus d'où tu parles dans un forum. On ne sait plus. Il faut aller faire une enquête sur un individu. On n'a pas le temps, ça va trop vite. Et donc nous sommes dans un flou, le blur. Dans un de mes raps, vous savez que j'ai sorti un album de rap Micro Liberté que vous trouvez facilement. Et dans une des chansons du rap, Just a Dream, où je dis You know your life is just a dream, blur keeps growing. Le flou, blur, n'en finit pas de croître. Le flou n'en finit pas de croître. C'est ça le deep curse. Le deep curse, c'est un floutage du monde, des limites, des frontières, mais un floutage de soi-même aussi. Un floutage de la communauté. Qu'est-ce que c'est une communauté connective? C'est totalement flou. Et c'est dans ce flou-là que la cybermodernité évolue. Et pourquoi je mets le mot curse, qui est un mot assez péjoratif? C'est la malédiction, c'est l'envoûtement. Deep curse, c'est profond parce que ça touche jusqu'à l'identité. Voilà pourquoi c'est deep. Et vous avez vu que tout ce qui est technologie d'intelligence artificielle, il y a toujours le mot deep qui apparaît. D'ailleurs, moi-même, j'ai créé Deep Pro, cette application smartphone que vous trouverez, qui est gratuite. Deep Pro, qui permet de
scanner vos valeurs. Donc il y a l'idée de translucide, là aussi, on voit à travers vos valeurs personnelles, et ça scanne tout votre système de valeurs hyper intimes. Donc il y a toujours cette notion de deep quand il y a l'intelligence artificielle qui essaie de sonder l'âme humaine. Vous voyez. Et donc le deep curse, pourquoi l'envoûtement? Parce que c'est complètement... parce que c'est un rêve, just a dream, hein, pour le coup, just a dream. La vie devient un rêve, c'est ce que disait Calderon, vous savez bien, la vie est un songe. Et bien là, c'est en train de se réaliser. Nous vivons un rêve éveillé de plus en plus, et le flou gagne, et l'intelligence connective est la façon de s'adapter à ce monde-là, de s'adapter au flou. Blur is the new black. Vous voyez, le flou est la nouvelle tendance. Alors oui, Cyril, tu pointes exactement ce que je veux dire par le flou. Info, intox, la post-vérité, les fake news. J'ai fait un test très intéressant, vous êtes peut-être au courant. J'ai fait le Tintin Gate. J'ai montré de façon sommaire, dans un post que j'ai posté sur Facebook, que vous retrouverez facilement, que Tintin était toujours une fille dans l'esprit d'Hergé. Hergé a fait une blague qu'il réservait qu'avec ses amis. Pour lui, Tintin, c'était une demoiselle, c'était une fille. Évidemment, il blaguait, et il nous présentait Tintin en disant « il », et comme si c'était un garçon. En fait, ça a toujours été une fille, et ce qui prouve que Tintin était une fille, c'est juste que dans l'adaptation au théâtre, dans une scène de théâtre, ça s'appelait Tintin en Inde, en 41, Tintin arrive sur les planches du théâtre, Tintin est le diamant bleu, et Hergé est là, il chapeaute un peu l'équipe, et il choisit une fille pour interpréter Tintin, Jeanne Rubens. Et il pouvait très bien prendre un petit garçon, il choisit une fille. Donc, volontairement, moi, je me suis dit, tiens, c'est très intriguant, et si Tintin était une fille? Et donc j'ai fait ça, ce post, en argumentant un peu, de façon sommaire, et j'ai mis fake news en gros. Fake news. J'annonçais dans mon post que c'était fake news. Tous les journalistes du monde entier ont fait tourner l'info en oubliant qu'il y avait fake news. Le premier article sur Huffington Post, j'ai la fille au téléphone, la journaliste, elle me dit c'est super, c'est incroyable, oh là là, elle me pose quelques questions, j'argumente, je plaide ma cause, parce que c'est un personnage de BD, hein, Tintin, donc tant qu'on voit pas son zizi, ça peut être une fille ou un garçon, on s'en fiche complètement, c'est un personnage schématique et fictif, bon, peu importe. Et je lui dis, dans l'interview, mais vous savez qu'il y a marqué fake news dans mon post? Elle dit oui, je sais. Elle raccroche, l'article sort 2 heures plus tard et il n'est plus du tout mention de fake news. C'est-à-dire que le Huffington Post avec cette fille a eu besoin de gommer l'information fake news que j'avais mise parce que ça faisait tellement buzzer. Ça permettait à tous les internautes d'aller sur le site du Huffington Post et de dire « Oh my God, what the fuck ?» Et dans le « what the fuckisme » ambiant, what the fuckisme c'est très important, j'essaie de créer ce concept et je pense qu'il a de l'avenir, et bien du coup on est choqué, on est bouleversé, cause jouissance hyper fort, puisque c'est ce qui meut maintenant les individus, la cause jouissance, et les gens sont traumatisés, je me suis fait pas mal insulter d'ailleurs, je vous le dis, ce qui fait partie des risques du métier quand on fait des fake news, et donc, enfin fake news ou pas d'ailleurs, parce que je peux plaider que Tintin est une fille, et donc, et l'info a fait le tour du monde. Le tour du monde dans l'espace de 5 jours, on avait des articles en Inde, on a eu The Independent, The Guardian, on a eu des grands journaux britanniques, et qui ont même repris des citations fausses que j'avais mises ici et là sur Internet, citations de Régis Debray, totalement fausses, enfin voilà. Et ils ont utilisé ça comme si c'est... Parce qu'on n'a pas le temps de vérifier. Et donc, ce que j'en tire de cette expérience super intéressante, avec fake news, dès le départ, hein, c'est pas un truc que j'ai inventé, dès le départ, c'était écrit là-dessus, c'est en fait que le journalisme a besoin des fake news pour pouvoir attirer, dans le flou de la vérité, merci Cyril d'avoir mentionné ça, le journalisme a besoin d'attirer dans la fake news pour balancer ses news, pour attirer des clients, des consommateurs de nouvelles qui sont d'abord friands de cause jouissance et certainement pas de justice vérité. Voilà un peu le fruit de cette expérience. Et quand je parle de flou, quand je parle de deep curse, l'envoûtement profond dans lequel nous sommes en cybermodernité, eh bien c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes mus non pas par un souci de vérité et de justice, mais par un souci d'émotion forte, un souci de cause-jouissance, et nous comptons sur l'intelligence connective pour rectifier le tir. C'est-à-dire que l'intelligence connective, c'est la dernière arme philosophique qu'on a inventée pour nous, qui sommes totalement
happés par les fake news, avec joie, jouissance et plaisir, nous sommes dans le what the fuckisme absolu, nous recherchons le scandale, nous recherchons les émotions incroyables, et une fois que c'est incroyable, nous comptons sur notre écosystème, nos amis, en leur disant regardez, c'est incroyable ce que j'ai trouvé, et les gens vont dire c'est faux, c'est vrai, etc. Nous avons besoin d'une externalisation de notre partie jugeante dans notre écosystème qui permet de rectifier toutes les fake news, plus de 50% de fake news qui ont présidé à la présidence Trump. Hein. Il s'est échangé pendant la campagne américaine plus que, je crois, 51% de fake news par rapport aux news. Donc le flou est là, et c'est voilà pourquoi c'est un envoûtement. Nous préférons être dans un rêve où des bribes de cauchemar nous apparaissent et nous scandalisent et nous donnent un sens à notre vie émotionnelle, et ensuite nous comptons sur l'intelligence connective pour rectifier les tirs et rétablir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Je crois qu'on a beaucoup avancé, mes amis, je vois que vous avez encore plein de choses à me dire. C'est passionnant, je prends quelques dernières questions et on répond très vite et on termine dans 5 minutes, 4 minutes. Frédéric, à quel moment décider de mettre un terme à un projet basé sur l'intelligence collective connective? Je pense que c'est des projets justement qui doivent évoluer, mais effectivement être circonscrits dans le temps, dans ce que l'on attend. Donc il y a un souci des tâches. Il faut être très précis sur les tâches. En informatique, on a le fail fast, hein, c'est-à-dire si tu dois échouer, fais-le vite. Si tu prends une mauvaise voie, tu as le droit à l'erreur, bien sûr, mais l'erreur doit vite venir parce que sinon tu perds une énergie dingue. C'est quoi la prochaine intelligence? Non, je pense que ça y est, on est entré dans le Deep Curse et il va durer 100 ans. Voilà, donc jusqu'à 2116 ou 114. Je pense on va avoir ce nouveau paradigme qui va ne faire que croître. Ce que je constate, c'est que le Deep Curse, je l'ai inventé en 2010. Et je vois que c'est en train de prendre une proportion incroyable jusqu'à nous confondre totalement aujourd'hui. Et donc c'est pas grave, c'est pas triste, hein, c'est pas du tout triste. C'est juste qu'on a besoin de philosophie comme jamais. Et je déplore aujourd'hui que la philosophie n'est pas du tout à la hauteur de ces enjeux-là. Mais j'essaye, à travers ce que je peux produire, notamment en allant vers les applications smartphone, j'essaye de développer une philosophie qui puisse répondre à un monde de fake news généralisé sans tomber dans l'élitisme ou l'arrogance ou très facile en philosophie. Développe écosystème, s'il te plaît, je ne comprends pas le concept. Tu n'as pas dû suivre peut-être Isabelle. L'écosystème, c'est que le fait que ton moi, il n'est plus de ton ressort personnel, il est aussi du ressort de ta communauté. Tu partages ta vie et il te renvoie ce que tu pourrais penser de ta propre vie. Et donc c'est ta petite communauté proche sur les réseaux sociaux qui fait ton identité. Voilà ce que j'appelle écosystème. Je crois que l'AFP vient d'annoncer le scoop du décès de Jules Ferry. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu parles de Luc Ferry ou de Jules Ferry, je ne sais plus. Il ne faut pas être triste, il faut philosopher. Ben voilà, c'est la conclusion. C'est qu'on a besoin d'une philosophie populaire, au sens où tout le monde doit s'en emparer. Hein, c'est pas un truc d'élite. Et une philosophie qui puisse nous garder cette idée fondamentale que la cause jouissance, et c'est le Deep Curse. Viser la cause jouissance, viser le fait d'être un militant de son propre plaisir est quelque chose de très 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 dangereux. Il faut la justice-vérité. La seule cause qui vaut la peine, c'est la justice-vérité dans ce monde. Les Égyptiens l'avaient bien compris, les Égyptiens pharaoniques, puisqu'ils avaient fait d'un concept philosophique mélangeant la justice et la vérité sous le mot de Ma'at. Ma'at, en égyptien pharaonique, c'est justice-vérité. Et c'est la déesse suprême. Voilà, donc c'est intéressant. On aura d'autres lives avec... j'espère que ça vous a plu, chers étudiants de 2089. J'espère que ça vous a un peu rafraîchi la tête. Et puis, voilà, j'espère que vous allez prendre quelques concepts que je vous ai donnés pour les étoffer à votre sauce et peut-être en parler entre vous, notamment sur le groupe Facebook Intelligence Connective. N'hésitez pas à rebondir, je lis, hein, je suis attentivement tout ça. Et on aura d'autres rendez-vous ensemble en live et peut-être in situ. Hervé, tu vas nous dire ça. Voilà, donc je finirai sur une petite citation importante quand on parle d'intelligence connective de Jean Houry, qui est un psychiatre qui a créé une clinique très très alternative par rapport à la psychiatrie de l'époque, au XXe siècle. Jean Houry dit « Être au plus proche, ce n'est pas toucher. »
La plus grande proximité est d'assumer le lointain de l'autre. Je répète, être au plus proche, ce n'est pas toucher. La plus grande proximité entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, la plus grande proximité, c'est d'assumer le lointain de l'autre. Assumer le fait que l'autre, même si je le touche, même si je le vois, même si je suis dans le collectif avec lui, il reste éternellement lointain. Et je l'assume. Et l'intelligence collective nous permet d'assumer. C'est un geste énorme en termes psychiques, cognitifs et en termes de néo-résistance. Je vous remercie infiniment, c'était passionnant. Merci pour vos remarques, vos questions. Le débat continue sur Intelligence Collective. Abonnez-vous à ma page, très important pour suivre les lives et pour suivre mon activité. Écoutez mon album de rap, surtout la chanson Just a Dream qui parle du Deep Curse, de façon un peu délirante, je vous l'accorde. Et puis à très bientôt les amis. Salut.